Chaque semaine, sa révélation, à chaque semaine, son lot de One Piece, à chaque semaine, sa dose hebdomadaire d'Oda qui s'enflamme, qui rush la fin de son manga, mais qui le fait super bien. Les révélations sur Ohara sont tombées après plus de 15 ans. 15 ans après la fin du flashback de Robin. Et des questions qu'on se posait tous ont été élucidées. On a le lien entre Dragon, Vegapunk et cet endroit. Et probablement l'identité de Loki. Egghead est là, mais c'est bien Elbaf qui se profile derrière cette île. Et bienvenue sur Raftel et Nakama, et comme vous le savez, eh bien, on est là pour cette incroyable review, et même en vacances, que là, effectivement, on est à Venise. Mais franchement, ce scan, il en vaut la peine. Cette review, elle va être immense, parce que ce chapitre était vraiment, mais dingue. C'est plutôt sympathique, le cadre est plutôt bien. Si vous voulez voir un petit peu l'appartement, l'hôtel qu'on a pris, on a été surclassé, c'est excellent. Allez sur Instagram ou sur TikTok, on a fait des vidéos là-dessus et ça va être sympa. On va faire pas mal de petits formats, mais là on est sur de la review de qualité parce que le chapitre, il est tellement qualitatif, il a tellement d'informations, il y a tellement de révélations. Il y a cet homme avec un flow incroyable, il y a Dragon qui est là, quoi. Il y a Vegapunk avec un design qui est unique à sa personne. On a énormément de choses à dire, donc il faut commencer maintenant parce que sinon la review va durer 40 minutes. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, on est de retour sur cette mini-story, donc toujours les Germa. Je pense que là, on est sur la fin. En tout cas, on a le Germa qui est retourné chez eux, accompagné de César. C'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, on avait quand même du Aokiji juste avant, on avait du Barbe Noire, etc. Donc on aurait peut-être préféré avancer un petit peu plus là-dessus que sur César et le Germa, mais pourquoi pas. En tout cas là, ils sont de retour chez eux. Ah, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Le territoire de Big Mom est devenu une vraie passoire. Et Luffy, c'était le premier à s'être enfui en faisant énormément de choses, il a été nommé 5e empereur. Peut-être qu'Ichiji sera 5e empereur, ou même César, c'est devenu la passoire du siècle ce truc. Oui, désolé, du coup, j'ai mal à la gorge, je suis un peu malade. Bon, ça s'entend bien, mais... C'est de ma faute, effectivement, je lui ai refilé ma grippe. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est à cause de César, on va dire. Première vraie page du chapitre, la discussion entre une partie de l'équipage et Vega One continue. Le scientifique vient d'annoncer que les lieux sont une réplique de l'ancien royaume. Enfin, en théorie, car dans le monde de l'archéologie, il y avait un homme qui vivait que pour ça, pour connaître la vérité sur l'ancien royaume. Il a même dédié toute sa vie. Et à sa fin, il a trouvé une machine très ancienne et pourtant si moderne, dont la manufacture ne pouvait pas tromper. Elle venait bien du passé. Robin demande alors si la machine venait du siècle oublié, ce qui déclenche une réaction chez Vega One, qui lui demande ce qu'elle sait réellement là-dessus. Car c'est une histoire sans doute très douloureuse. 22 ans auparavant, sur Ohara, la raison du Buster Call était sans doute leur connaissance sur le sujet, sur le royaume qui dut se battre durant le siècle oublié contre les 20 autres, ceux qui sont devenus le gouvernement mondial. Et pour faire oublier leur idéologie de ces anciens royaumes, absolument tout fut détruit par les gagnants. Plus aucun reliquat ne fut gardé. Absolument tout a été effacé. Et là aussi, l'équipage est choqué par les allégations. Usopp prend peur et Sanji comprend que les personnes au courant sont de fait des cibles à éliminer. Ohara en était une. S'ils l'ont éliminée, c'est que leur théorie était vraie à ce sujet. Pour l'instant, il n'y a rien de folichon. Là, on ne fait que rabâcher ce qui s'est passé. On a le droit en fait à un résumé sur pas mal de choses, sur tout d'abord Ohara, sur leur sort, sur les royaumes antiques, sur la grande guerre du siècle oublié, sur le fait que si tu es au courant de ça, tu es une cible pour le gouvernement. Mais ce qui nous étonne le plus, c'est que la plupart des membres des Mugiwara ne sont pas au courant de ça. Ils sont choqués, ils sont étonnés et se disent qu'ils ne veulent pas entendre ça. Premièrement, il n'y a aucune communication dans cet équipage. On l'a déjà dit, c'est fou. Toutes les formes du haki, la plupart l'ont, mais ils n'en parlent pas entre eux. Pour le siècle oublié, c'est pareil. Et là, cet équipage de Yonko qui sont déjà recherchés et qui savent qu'ils vont être enfermés, voire exécutés s'ils sont attrapés, ils ont peur parce qu'ils ont cette information-là en plus. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Qu'est-ce qui peut se passer de plus? Mais rien du tout. Ça nous étonne énormément. Et quand même, petite mention spéciale pour Usopp qui nous fait une crise aiguë de peur et qui se frappe la tête contre le sol pour ne pas entendre tout ce qu'il y a, tout ça, toutes ces informations. Face au mot du scientifique, Robin se met en rogne. Parler comme ça des personnes qu'elle a aimées et surtout de ce fameux sujet. Est-il protégé par le gouvernement dans tous les cas? Eh bien Vegapunk répond que non. Il est autant en danger que n'importe qui en prononçant ces mots. Et surtout, la volonté d'Ohara est encore vivante. Ce jour-là, le monde était retourné. Ces soi-disant démons qui voulaient faire un coup d'état ont été anéantis, mais une enfant a survécu. En apprenant tout ça, Vega lui-même est parti sur place. Il était déjà le grand scientifique de Punk Hazard, mais surtout, il était une vieille connaissance de Clover. Dans leur jeunesse, ils s'étaient croisés de nombreuses fois. Ils parcoururent le monde comme Clover qui cherchait à collectionner tous les livres de ce monde.
Celui-ci a même été emprisonné 10 fois, mais à chaque fois, il recommençait. Tout ça pour enfin s'établir sur une île de West Blue, la fameuse O'Hara. Il a déposé ici tous ses livres, il a fait de cet endroit le grand centre d'archéologie du monde. Et ces livres, Vegapunk il les a lus. Après la catastrophe, ils ont tous été jetés dans le lac d'eau douce pour qu'ils survivent au Buster Call. Ces héros sont morts en protégeant la fortune qu'ils gardaient pour le futur. Ces idiots de soldats, ces idiots du CP9 n'ont rien compris. Mais quand Vega les a vus, il a pleuré, il n'a pas pu se retenir. Clairement, nous aussi on a pleuré quand on a vu cette séquence parce que c'était quelque chose de fort. Là, c'est la vie des archéologues qui a été sacrifiée pour le destin, non pas pour le destin, mais pour le futur. Ils ont sauvegardé des livres, tout ce qui aurait pu passer à la génération future. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait tous vu en fait ces livres qui étaient jetés dans le lac d'eau douce et on s'était dit, ah bah le gouvernement l'a trouvé. Bon, ils vont soit détruire s'ils sont en rapport avec les royaumes antiques, ou alors ils vont les prendre, je ne sais pas. C'était peu probable pour nous que ce soit en rapport à voir avec l'ancien royaume et compagnie. Pour nous, ils avaient caché tout ça dans des endroits, ils avaient fait juste des manuscrits pour pouvoir les détruire sur le gouvernement, débarquer très très vite. Mais non, il semblerait que ce ne soit pas le cas, ils ont vraiment écrit des livres dessus, et ces livres ont été sauvegardés. Les contes du CP9, ils n'ont pas compris ce que c'était, et heureusement, ça c'est fou. Maintenant c'est avec des géants d'Elbaf, et Vegapunk, il a eu accès à ça, mais on en parlera plus tard. Et pour Dr Clover, on avait du mal à imaginer comme ça, mais finalement, c'est un vrai bad boy. C'était un grand explorateur qui à chaque fois se faisait capturer et il s'échappait constamment. Et d'ailleurs, on voit un peu le parallèle avec Norland, parce que tous les deux étaient de grands aventuriers et ils se sont tous les deux fait exécuter à la fin. Il y a pas mal de petits trucs sympathiques avec lui, comme le fait qu'il ait créé O'Hara. Ça, c'est quelque chose. On croyait qu'O'Hara était là depuis des milliers d'années, que les livres étaient entassés là-bas depuis des milliers d'années également. Mais non, en fait, c'est Clover qui a tout créé de A à Z. Il a décidé d'aller sur cette île, de stocker tous les livres qu'il avait recueillis autour du monde. Et puis voilà, et ça c'est formidable. Cet homme-là, il est devenu central en l'espace d'un chapitre. Il est passé d'un homme qui était important pour le flashback de Robin uniquement à un homme qui a été important pour l'histoire de l'humanité dans One Piece. C'est pas anodin. Et dans ce chapitre, O'Hara devient vraiment l'une des parties les plus importantes de One Piece et non pas juste une partie un peu anodin en gros. Non, il y a une évolution d'O'Hara. Le Dr Clover, c'était vraiment quelqu'un. Il a rencontré énormément de monde. Finalement, il a rencontré Dragon, il a rencontré Vegapunk. Ça se demandait aussi s'il n'aurait pas rencontré peut-être Roger ou même Shebeck. Franchement, il avait énormément de contacts et il a aussi eu l'autorisation du gouvernement de faire des choses sur O'Hara. Et ça, franchement, c'est pas rien. Robin, de son côté, elle repense à la tragédie en versant des larmes, au sacrifice de sa mère et à ces mots qu'elle a prononcés pour qu'elle survive. L'équipage se met en colère car Robin est en train de verser des larmes. Mais celle-ci acquiesce, Vegapunk a deviné toute la vérité. À l'époque, il a essayé de ramener tous les livres sur Punk Hazard, mais le gouvernement a refusé. Et du coup, c'est tout autre chose qui s'est passé. Il a vu les géants qui sont emparés des livres. Au même moment, un homme est arrivé, un homme qu'il a reconnu. Et évidemment, c'était Monkey D. Dragon. Et lui aussi, il était là pour rendre hommage à Clover. C'était aussi une de ses connaissances. Il explique que ces géants viennent d'Elbaf, ils connaissent la valeur de ces livres. Ils sont guidés par un homme couvert de bandages. Un homme qui veut perpétuer la volonté d'O'Hara. Mais ça, les chiens du gouvernement comme Vegapunk ne peuvent pas le comprendre. Lui, il l'a invité à rejoindre la Libération, mais rien n'y a fait. Le scientifique tente de riposter en disant qu'avec tout son savoir et sa sagesse, leur manque d'argent n'aurait rien pu faire pour l'aider à développer ses idées. Alors que le gouvernement, la marine, oui, ils ont absolument les moyens. Mais il précise à Dragon que cet homme ne doit pas perdre son objectif. Le père de Luffy le sait très bien, mais cette situation l'enrage au plus haut point. Dans ce monde, au nom de la justice, personne n'a le droit d'avoir sa propre opinion. Mais pour contrer tout ça, il va faire une armée puissante. Lui, le pacifiste, il ne peut laisser le sacrifice d'O'Hara en vain. Et quelques mois plus tard, Dragon fondera les révolutionnaires. Ça, c'est un des flashbacks les plus attendus de One Piece. Là, on a quand même des informations sur Vegapunk. On a des informations sur Dragon. Et on a des informations sur Vegapunk. Vous avez vu sa tête, putain. Mais on se disait bien que Vegapunk aurait un design à peu près similaire. On se disait que c'était un vieux scientifique avec une tête de scientifique et un cerveau assez gros. Donc un truc assez rond, assez énorme. Mais là, Oda, il a poussé la chose très loin. Pour ceux qui voient une référence à Jimmy Neutron, je pense pas qu'Oda était fan du Neutron, mais c'est juste qu'il se dit qu'un homme aussi intelligent doit avoir un cerveau surdéveloppé. De base, on voit bien qu'il est plus petit que Dragon, mais sa tête est devenue plus grande que celle de Dragon, hein, c'est totalement normal. Et là quand même, on a un flashback sur Dragon. On a enfin des révélations sur son passé, sur ce qui fait
qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et on apprend effectivement qu'il était déjà quelqu'un de assez haut placé, enfin on ne sait pas trop à quel niveau, puisque bon, on voit qu'il faisait partie de l'armée libre, on ne sait pas encore ce que c'est exactement. Mais en tout cas, à cette époque-là, il n'avait pas encore son fameux tatouage, ou cette cicatrice. Ça semble plutôt être un tatouage finalement qu'il avait sur le visage. Là, il ne l'a pas, mais on remarque qu'il a une brassière au niveau, enfin oui, une sorte de brassière au niveau de la jambe qui a exactement les mêmes motifs. Donc du coup, on se pose énormément de questions. Pourquoi est-ce que ce motif-là, il l'aura ensuite sur le visage? Est-ce que c'est peut-être en l'honneur de tous ces sacrifiés d'Ohara qui va le faire? Est-ce que c'est pour une toute autre raison? Est-ce que ça va être ensuite sa cause, finalement, la cause des révolutionnaires qui va se faire ce signe distinctif sur le visage? Est-ce que ce signe est lié en fait au siècle oublié? Ou alors est-ce qu'il est lié en fait au fait que ce soit un deuil? On met souvent des brassières, une brassière noire quand on est en deuil. Mais dans One Piece, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de codes qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est un code qui veut dire quelque chose comme le passé ne peut être oublié, ou alors les morts ne seront jamais oubliés? C'est une bonne question, et c'est peut-être ce que Dragon montre avec cette brassière à la jambe, qui est étonnant comme phrase d'ailleurs, ou alors, et ensuite en faisant tatouer ça sur son visage. Mais le flow de ce mec, il est énorme. Là, on voit qu'il est hyper cool. Nous, on n'a jamais vu un personnage, quasiment jamais vu un personnage aussi cool que ça dans One Piece. Il faut pas déconner. Puis il y a quelques informations aussi qui apparaissent en fait sur lui. Il est habillé comme un militaire. Pourtant, on dit que son armée était une armée pacifiste à l'époque. Il a une étoile ici, comme une étoile communiste. Est-ce que ça veut dire que c'est pour la libération des peuples? C'était communiste à l'époque, Cuba et compagnie. On sait qu'il y a beaucoup de références cubaines. Sans dire si Castro était bien ou pas, mais au-delà de ça, c'est assez étonnant en vrai. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Son organisation a l'air de ne pas faire partie du gouvernement parce qu'il se permet de critiquer Vegapunk en disant que il fait partie du gouvernement, alors qu'il n'a pas l'air d'être recherché à l'époque, il n'a pas l'air d'être un hors-la-loi hyper actif. C'est les révolutionnaires qui vont devenir en fait cette organisation hyper recherchée. Il a même demandé à Vegapunk de venir, et voilà leur lien, c'est qu'il a demandé à Vegapunk de les rejoindre, sauf qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Et Vegapunk, lui, il veut juste créer. Donc on comprend, mais cette histoire est très bizarre. On se demande, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette organisation? Est-ce que c'est un autre pays qui n'était pas affilié au gouvernement? Il y a tellement de questions, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir les clés pour le moment. C'est des choses qu'on doit attendre, qu'on doit avoir des révélations de la part d'Oda. On voit effectivement qu'il nous manque encore énormément d'informations sur Dragon et on a envie d'apprendre plus. On ne sait pas si ce sera maintenant ou si du coup Oda va encore teaser un peu et nous faire patienter. Mais il y a effectivement un énorme passé de Dragon qu'on attend de connaître. Autre chose très choquante, c'est que parmi les géants qu'on voit, on a deux géants qu'on reconnaît totalement. C'est Arjunin et Gert, les deux personnages qui sont maintenant dans l'équipage, dans la grande flotte de Luffy. Ça veut dire qu'ils étaient sur Elbaf. Ils ont été convaincus par un personnage, par l'homme aux bandelettes, dont on parlera plus tard, pour venir récupérer les livres. C'est super intéressant. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir aussi un rôle important par la suite. Là, tout ça, c'est une préparation. Egghead est une préparation pour Elbaf. La partie de l'équipage qui a tout entendu s'étonne de ça. Le rôle du père de Luffy, du fait que les livres étaient emportés sur Elbaf. Alors pourquoi, si Vegapunk est lié à Dragon, a-t-il accepté de faire une pareille chose à Kuma? Mais Vegapunk poursuit son récit, disant qu'aucun des livres n'est tombé dans les mains du gouvernement. Mais par contre, il s'est rendu sur Elbaf en cachette. Il a rencontré cet homme recouvert de bandages. Et maintenant, il a tout appris. Il connaît tout sur le siècle oublié, tout sur la technologie de l'ancien royaume. Tout est dans sa tête. Robin se met alors à pleurer et demande si ce capitaine géant, son nom, ce ne serait pas Sol. Et Vega One confirme en disant qu'il se cache actuellement et qu'il ne donne absolument pas son nom. Et évidemment, ça rend Robin extrêmement heureuse. Vegapunk poursuit en leur disant qu'il a une chose à leur montrer. Et évidemment, il force tout le monde à le suivre. Sol est vivant. C'est une confirmation, une surconfirmation, tout ce que vous voulez, parce qu'on a vu le personnage, on a vu son nom, on a vu son chapeau. Et il y a une confirmation de Vegapunk. C'est fou. C'est celui qu'on croyait qu'il était mort totalement. En vrai, nous, on se disait non, il peut pas. Mais en vrai, il avait un dit. On se disait qu'il pourrait éventuellement revenir. On n'y a même pas pensé. Aokiji a sauvé son ami. D'une façon ou d'une autre, est-ce qu'il sait qu'il l'a sauvé? Ou alors est-ce qu'il lui a donné une chance en le gelant? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a été totalement brûlé. Soit par la glace, soit par le feu. Mais il est couvert de bandages aujourd'hui. Sol protège les livres. Mais il a une haine du gouvernement. Il se cache. Personne ne connaît son nom. Il ne donne jamais son nom. Mais on ne connaît pas un personnage chez les géants qui est assez étonnant, qu'on attend de voir. C'est Loki. Est-ce que Sol, c'est Loki? Est-ce qu'il s'est fait appeler Loki
pour pas que les gens l'appellent Sol. Parce qu'il était connu avant, il était vice-amiral de la marine. Il est puissant. Peut-être qu'en arrivant là-bas, il a pris le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Il est devenu capitaine des géants. D'ailleurs, on le voit, il est capitaine des géants. On l'a dit, c'est un capitaine géant. Et il a pris le nom de Loki. Il est venu chercher les livres. Il est revenu dans son île et il a fait sa vie en tant que Loki. En attendant que Robin arrive, en attendant que d'autres personnes arrivent. C'est fou, mais ça peut être ça. En fait, quand on pense à l'arc Elbaf, on se dit, tiens, c'est bizarre. Luffy aura un nouvel ennemi sur place, Loki. Et quelle puissance il devra avoir pour battre Nika, pour être au niveau de Nika. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Loki est vendu comme un méchant parce qu'il est méchant envers toutes les personnes qui sont extérieures à Elbaf, mais surtout envers toutes les personnes qui sont liées au gouvernement, parce qu'il a une haine du gouvernement. Big Mom n'avait pas de lien avec le gouvernement, réellement. Donc, ça ne le gênait pas lui tant que ça. Mais le reste fait que cet homme a dû plonger dans la folie et devenir Loki, et devenir quelqu'un qui protège son île contre le gouvernement, quitte à passer pour le méchant. Tout dépend du point de vue, toujours. Ça va être vraiment l'apothéose de cet arc, parce que là, au fur et à mesure, eh bien, on place des pions et qui finalement vont être libérés au fur et à mesure. Vegapunk veut leur montrer quelque chose. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais peut-être que c'est soit un poneglyphe rouge, ou alors peut-être que c'est la fameuse machine qui vient du passé et qui veut absolument leur montrer. Du côté de Luffy, une rencontre se prépare. Luffy et Chopper essayent de réactiver le robot en lui criant des mots de passe absurdes. Bonnet se moque d'eux et d'un coup, une onde de choc se fait sentir. Le robot semble s'activer, même exploser. Mais en fait, c'est un vieil homme qui vient d'apparaître de nulle part. Il est figé dans la structure. Luffy va directement l'aider et ce n'est nul autre que Vegapunk, le professeur. Il était en train de faire des tests de téléportation, mais ça s'est mal passé. Il reconnaît directement Luffy et lui dit qu'il l'attendait. Il dit à Bonnet qu'elle a bien grandi. Tout ça en lévitant. Bonnet s'énerve et Luffy veut faire la même chose. Et en essayant les chaussures qui le permettent, Vegapunk, Luffy et Chopper s'envolent bien trop haut. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est un très bon chapitre, une vraie réussite. Parce que Vegapunk, c'est vraiment un personnage plutôt cool. Et là, on le voit, son cerveau a été réduit. Et là, il a un design qui nous correspond totalement. Il y a même une espèce de couvercle dessus qui est à moitié fermé. On dirait que les infections peuvent rentrer à gogo. Ça fait vraiment peur. Mais dans tout ça, on se dit que c'est le secret. Son cerveau a été coupé en morceaux et chaque zone spécifique, par exemple au désir, à la sagesse, à plein de choses, ont été placées dans ses avatars. Voilà pourquoi il a pu se séparer et pourquoi chacun a l'air totalement c'est axé sur quelque chose. Par exemple, Shaka, lui, il a l'air d'avoir toute la connaissance de Vegapunk. On se demande si Vegapunk n'est pas juste devenu un vieux débris et la pomme au-dessus, c'est pour dire que c'est de la compote dedans. Il a toujours des connaissances, mais pas tant que ça. Est-ce qu'il est vraiment utile en tant que tel, ou alors c'est vraiment avec l'ensemble des avatars qui devient utile? Ce personnage est-il devenu une coquille vide? C'est vraiment la question. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce que tous les corps semblent liés. S'il y en a un qui meurt, les autres peuvent également mourir, parce que là c'est une partie quand même du cerveau de Vegapunk. C'est possiblement une connaissance qu'il a dû apprendre sur Elbaf, une connaissance du siècle oublié, qui lui a permis de scinder son cerveau en morceaux et de les utiliser à bon escient. On a aussi une référence à Newton. Donc, il y a effectivement du Einstein, mais beaucoup de Newton, parce que il y a la référence à la pomme au niveau de son crâne, et le fait qu'il est en train de léviter, là c'est sûr, il y a un peu de tout, de tous ces grands scientifiques en tout cas. C'est plutôt intéressant. Oda a bien construit le personnage et on l'aime bien. On va voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir, est-ce qu'il va se sacrifier, qu'est-ce qu'il va dire à Bonnet, quelle explication il va donner pour Kuma. Tout ça, il y a énormément de questions et le chapitre suivant qui sort la semaine prochaine va être très intéressant.